Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je vous propose d'abord tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Folie douce sans jamais avoir osé le demander. Alors Pierre et Ghislain seront avec moi pour vous expliquer justement l'histoire de Folie douce. On a plus tard à l'émission, au bloc Espresso et à l'Espresso allongé, le sujet jeunesse et santé mentale. En début de deuxième demi, notre chroniqueuse Ève Cardinal vient nous présenter son sujet, le trouble dysphorique prémenstruel. Alors tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On a bien sûr des chansons et on amorce avec Samuel qui est de Samuel. Alors bienvenue à Folie douce. Folie douce a 25 ans. En chiffres, ça représente plus de 700 émissions, plus de 800 participants, chroniqueurs et spécialistes démystifiant la santé mentale, plus de 1500 thématiques et facettes abordées, et tout ça lors des 25 années de diffusion à Radio Centre-Ville. Bien, bonjour tout le monde, ici Yvan Bugeaud, je suis en compagnie de Pierre Laporte. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors, dans les prochaines minutes, j'aimerais qu'on fasse quelque chose qu'on a rarement fait à l'émission. Passer quelques minutes justement à expliquer un petit peu l'émission parce qu'on nous pose souvent des questions sur l'émission puis on répond un peu selon les demandes, mais on n'a jamais vraiment fait un tour complet de l'émission parce que cette année, on a 25 ans. 25 ans, c'est quand même un anniversaire à souligner. Oui. C'est quand même quelque chose, j'aurais jamais pensé un jour pouvoir dire ça, que Folie douce a 25 ans. C'est 25 ans pour toi. Oui, mais l'émission a 25 ans. Ça. Vous vous êtes joints et on va en parler. Tu t'es joint il y a à peu près 20 ans, oui. Pierre. Donc, les 5 premières années, les débuts, tu n'étais pas là, mais tu vas voir avec les propos que je vais tenir, tu vas voir quand même, les gens vont voir aussi l'évolution. Ça fait 25 ans qu'il y a une émission qui s'appelle Folie douce qui a eu sa première diffusion. Puis, dans le fond, j'avais appelé ça un peu, c'est un long titre, là, mais c'est un peu ça, pareil. C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Folie douce sans jamais avoir osé le demander. Je me suis inspiré de quelqu'un d'autre. Donc, je vais y aller un peu graduellement, puis on va évidemment échanger ensemble. La première émission a été produite et diffusée à Radio Centre-Ville le 10 octobre 1991, donc un jeudi matin. Je voulais expliquer aussi l'idée parce que souvent on me pose la question pourquoi Folie douce, pourquoi avoir parlé de santé mentale, pourquoi avoir fait une émission comme ça. J'avais un certain cheminement en 91. J'ai toujours adoré les communications, puis c'est surtout la radio. Puis il y a un de mes amis du collège, du Conservatoire de la Salle, en fait, Patrick Merrigan, qui travaillait dans le domaine. C'est un intervenant au niveau de la santé mentale. Donc, je connaissais absolument pas le domaine, puis lui m'en parlait. Donc, me parlait des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui n'est pas de la déficience mentale, mais à l'époque, santé mentale, pour moi, ça incluait à peu près tout. Oui, mais il y a bien des gens qui ont cette perception-là exactement. aussi. Puis c'est à force qu'il m'en parlait, je me disais, il y a un problème en société. On comprend pas vraiment c'est quoi la santé mentale, surtout quand ça paraît pas. Tu sais, ça paraît pas dans le visage. Puis c'est ça qui... c'est bizarre, mais j'avais jamais vraiment remarqué que la santé mentale, de la façon dont on parle, existe en société. Donc, je vais revenir un peu à l'idée du début. En fait, donc, j'ai eu cette espèce d'interrogation-là, cheminement, tout ça. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment fait le lien, mais après coup. J'ai eu un cheminement personnel. Je participais dans une émission Radio Jeunesse qui était un concept qui était avec des jeunes, qui était aussi ici à Radio Centre-Ville. C'est un professeur, Jean Desormeaux, en fait, qui est le père de Mélissa Desormeaux-Poulain. Qui était un professeur qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, qui a parti ce projet-là. Et son idée, c'était de faire des émissions jeunesse par des jeunes. Puis j'étais resté avec cette impression-là, j'étais resté avec cette expérience qui avait été très positive pour moi, mes débuts à la radio, en fait. C'est un peu à lui c'est un peu grâce à lui, en fait, que je fais de la radio. Donc, j'ai comme transposé ça au niveau de la santé mentale. De dire, faisons une émission de santé mentale avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, ça faisait du sens dans le sens où moi, je l'avais vécu en tant que jeune. Je me disais, les jeunes qui parlaient qui montaient une émission, Et comment ça a été reçu? Ben, ça a été bien reçu parce qu'on a présenté un projet justement à Radio Centre-Ville de Folie douce. Donc, à cette époque-là, disons que... Puis, il y avait quand même beaucoup de demandes d'émissions. Et l'émission, en fait, qu'on nous avait... La case horaire qu'on nous avait offert, c'était le jeudi matin, mais une fois par mois. Si on partageait le temps du jeudi matin sur le mois avec d'autres émissions. Mais le goût de faire
quelque chose sur la santé mentale. Ça te venait de ton ami Ça me venait de Patrick, puis en même temps, j'avais le goût de faire de la radio. Tu sais, je suis un passionné de radio, puis vous aussi, vous l'êtes, parce que ça fait plusieurs années que vous êtes maintenant, faites partie de l'équipe. Mais ça prend d'abord ça. Tu sais, ça prend d'abord l'espèce de passion de radio pour vouloir faire ça. Mais j'avais le goût de faire une émission, mais je ne savais pas sur quoi. Puis il y a comme un déclic qui s'est fait en pensant à mon implication de Radio Jeunesse, en sachant ce que Patrick faisait, puis en ayant le goût de faire de la radio. Mais je pense que Patrick t'a aidé au début. Il faisait partie de l'émission, je pense. Oui, il faisait partie de l'émission. On l'a commencé ensemble parce que mon idée était là, je lui ai proposé, puis lui connaissait des gens, justement, dans le domaine de la santé mentale. Donc, on a eu de l'implication de certaines personnes. Puis petit à petit, je me suis mis à mieux connaître le sujet parce que je connaissais absolument rien du domaine de la santé mentale. De dire, par exemple, des gens qui ont des problèmes de santé mentale au lieu de dire des malades mentaux. Mais ici, à Radio Centre-Ville, ça a été accepté facilement? Ça a été accepté, c'est ça, une fois par mois. Puis ensuite, on a, probablement par notre assiduité ou notre intérêt à continuer, puis le fait que les autres émissions n'étaient pas très fiables, on nous a offert d'autres cases, en fait, dans le mois. Donc... Ça, pour ceux qui ne le savent pas, ça, d'être fidèle, d'être toujours présent, ça en est une qualité pour faire de la radio. Bon, là, ensuite, on nous a donc rapidement offert 2 fois par mois. Alors pour nous, en ayant déjà fait 1 fois par mois, on savait qu'on était capable de le faire parce qu'on ne savait pas dans quoi on s'embarquait quand on allait faire une demi-heure. C'était une demi-heure à l'époque, alors que le format est 1 heure maintenant. Donc, de fil en aiguille, on est monté justement à 2 fois par mois et ensuite 4 fois par mois. Et ensuite, on est passé en format 1 heure. Donc, mais pas toujours dans la même case horaire. Pas mal toujours. Donc, notre première case horaire, c'était le jeudi matin, comme maintenant. Sauf que c'était à 9 h à l'époque, alors que là, c'était à 10 h. Puis c'était une demi-heure. Mais on a voyagé un peu dans la case. À un certain moment, il n'y avait plus de place le matin, le jeudi matin. Donc, on a déjà été le samedi soir. On a déjà été... donc, à différents moments, même le lundi matin, mais plus tard en avant-midi. Pendant une courte période. Mais notre vraie période, notre vraie journée, en fait, c'est le jeudi. Ça a toujours été le jeudi. Quand je regarde toutes les années du 25 ans, la grande majorité de nos émissions, c'est le jeudi matin. Donc, c'est comme notre matin de la santé mentale. Cette année-là, est-ce que vous aviez des invités? Oui, dans les débuts, on faisait toujours une alternance entre invités, témoignages, intervenants. Tu sais, ça c'est beaucoup. Mais je peux y aller avec un peu l'évolution du contenu parce qu'il a évolué. Il y a juste une question, c'est l'origine du nom. En passant, c'est bien que tu amènes ça, Ashelin. Le projet, là, quand on l'a déposé ici, on l'avait appelé Douce Folie. Okay. Puis ils se sont trompés. Pour vrai, là, on avait déposé Douce Folie parce qu'on se disait, on va parler de folie en douceur. Fait qu'on se disait Douce Folie. Mais ils ont comme inversé le nom. Puis finalement, on s'est rendu compte, OK, on va garder le nom, Folie Douce. Puis c'est arrivé comme ça. Mais notre but, c'était de parler de folie en douceur. Donc, puis c'est devenu Folie Douce pour dire que ça coulait mieux, le nom Folie Douce, que Douce Folie. Oui. Mais c'est vrai que dans le projet, je me souviens très bien, on avait vraiment déposé avec pas d'article dans le titre. Parce que souvent, les gens me mettent l'article avant le titre. La Folie Douce, oui. Mais non, dans ce cas-là, c'était Folie Douce. Puis on est resté avec. Puis je pense qu'on a eu souvent des bons commentaires par rapport au nom. Mais j'aimerais parler un peu de l'évolution du contenu. En fait, on a eu des témoignages à une certaine époque parce que, dans le fond, l'émission a comme suivi un peu ma compréhension de la question. Au début, je ne connaissais pas beaucoup cette question-là, donc j'essayais d'inviter des gens pour m'en parler, que ce soit des intervenants ou des gens. Puis, au fur et à mesure qu'on a comme passé par-dessus ça, là, on pouvait expérimenter. On a fait des choses, des sketchs, toutes sortes d'expérimentations, des mises en situation, des chroniques, des choses comme ça. Mais au début, c'était plus basic, comme on dit. Là. C'était vraiment du témoignage et tout ça. Et un peu plus tard, donc, vous êtes arrivés. Mais avant que vous arriviez, je peux vous dire tout de suite, l'émission aurait pu prendre fin. Parce que le point tournant pour moi puis pour l'émission, à mon avis, ça a été dans les années 95, 96, 97. J'ai commencé en 91, donc, puis toute l'équipe du début n'était plus là. J'étais seul en 95. Et puis, toi, Pierre, t'es arrivé en 96, Ghislain un peu plus tard. Mais ça a été un point tournant parce que à cette époque-là, je faisais un peu de tout. Puis j'ai comme essayé de rebâtir une équipe avec des nouvelles personnes. Pour toutes sortes de raisons, l'équipe du début n'était plus là. Puis l'émission aurait pu se terminer si ça n'avait pas été que j'étais passionné par le sujet. Puis plus j'en parlais, plus j'interviewais les gens, plus je trouvais que c'était intéressant et qu'il fallait qu'on en parle. Il fallait qu'on parle de ce sujet-là. C'était encore plus tabou qu'aujourd'hui. Oui. Mais sais-tu, même aujourd'hui, là, des fois dans des bulletins de nouvelles, on va entendre parler de problèmes de dépression, etc. Puis ils vont appeler ça des problèmes de déficience intellectuelle. Oui.
alors que ça n'est pas du tout. Exactement. Donc, il y a encore du chemin. Il y a encore beaucoup de chemin. Mais toi, tu as vécu toutes ces années-là. Est-ce que tu trouves, avec le recul, que c'est moins tabou que c'était, la question de la santé mentale? Est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'on accepte plus les gens qui ont des problèmes de dépression? Ce que j'ai remarqué, etc. c'est qu'on a encore l'espèce de complexe de pas dans ma cour, là, qu'on dit souvent. Là, on aime ça, mais tant que c'est pas Proche. une maison qui est pas loin dans mon quartier. Mais en général, les gens sont plus ouverts parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, à visage découvert, puis ils ont moins peur, finalement, d'avouer ou de partager leur vécu en santé mentale. Alors qu'à l'époque, on avait choisi un peu la radio parce qu'on aimait la radio, mais aussi parce que c'était un média qui permettait de cacher l'identité. Si on ne connaît pas la voix... C'est ça, il n'y a personne qui nous voit, puis on peut changer de nom. On peut changer le nom. Puis c'était pour ça, on se disait, au départ, je me disais, les gens vont avoir moins peur, vont se sentir plus en confiance, puis ça va être moins impressionnant un studio de radio qu'un studio de télé. Oui. Il faut se dire que tu as fait une petite présence à la télé aussi. Oui, exactement. Ce qui nous a servi, parce que ça, c'était dans une époque, 96-97, c'était une époque où on voulait justement se faire connaître. Vous étiez déjà quand même dans les débuts de votre implication avec l'émission, mais ça nous a aidé beaucoup à se faire connaître. Ça nous a donné une vitrine à la télé. Je pense qu'on a quand même rejoint beaucoup de gens. Je veux absolument mentionner aussi les points, les moments importants, en fait, dans notre histoire. Parce qu'il y a eu une évolution, puis on sent que le 25 ans, il y a quand même eu une évolution. On aimerait ça des fois qu'il y en ait plus, mais ça a quand même été quand même un bon rythme. Il y a eu la 200e émission, le 4 décembre 97, où dans le fond, on soulignait un événement, 200 émissions en santé mentale. C'était quand même... C'était déjà beaucoup. Après avoir fait la 50e, puis la 102,3e, au lieu de la 100e, parce qu'on est au 102,3 FM. Évidemment, il y a eu la 500e qui est plus récente dans notre vécu à nous, là, que ce soit toi, Ghislain, ou Pierre et moi. Une émission de nuit qui était encore là un chiffre, dans le fond, c'est un gros chiffre, 500. Le prochain gros chiffre, c'est 1000, mais c'est beaucoup plus loin. Donc, on espère toujours pour pouvoir l'atteindre, ce 1000-là. L'autre bon moment aussi, c'est qu'on a gagné un prix. Donc, en 2011, un prix donc quand même pour l'excellence médiatique qui a été remis par l'Association des médecins psychiatres du Québec. Ça nous a fait un petit vlog. Oui, exactement, parce que c'est d'être reconnu par l'Association des médecins psychiatres comme quoi ce qu'on fait, l'information qu'on donne, c'est important, puis ça permet aux gens de mieux comprendre, de démystifier, parce que c'est encore ça le but, ça a toujours été ça, ça a été de démystifier, de dédramatiser les choses, permettre aux gens d'avoir moins peur de ça, de changer un peu leur optique, là, de ce qu'on disait tout à l'heure. Là. Évidemment, on a 25 ans, donc en octobre 2016, c'est le 25e anniversaire. On a 25 ans derrière la cravate, en fait, on est dans notre 26e année. C'est un quart de siècle, c'est quelque chose. J'aimerais au moins avoir en quelques instants peut-être vos commentaires. Est-ce que, Ghislain, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que c'est une partie de vie, là. Écoute, 20 ans ensemble, on est presque mariés, là, si on regarde ça comme ça. Oui, on partage pas maison et lit, ça c'est ça. Non. Là. Mais en même temps... Mais studio et micro. Oui. Ben maintenant, ça va. Maintenant, avec l'informatique, notre présence va rester pendant longtemps parce que ça va rester. Ça vient d'y passer parce que là, nos émissions sont diffusées sur le web. Oui, exactement. Ça persiste. C'est peut-être la seule chose qui va rester après la fin de ma vie. On va entendre ma voix. C'est quand même un peu impressionnant. Et toi, Pierre, en quelques secondes? Ben moi, j'ai appris le monde des communications. Moi, j'ai grandi à travers cette émission-là. On a changé notre formule. On a déjà eu des blocs humour, etc. Oui, c'est ça. Mais je te dirais que ce qui est le plus gratifiant pour moi, c'est de savoir qu'on sait qu'on a une base de gens qui nous écoutent. C'est difficile de l'évaluer, mais on sait qu'on est écouté, on sait qu'on est apprécié ici à Radio Centre-Ville. C'est de savoir qu'on est utile. Oui, exactement. De savoir qu'on renseigne les gens. On sait qu'on ne fait pas cette émission-là pour rien. Quand on a reçu notre prix en 2011, excuse-moi, nous autres, on ne court pas nécessairement après les trophées et ces genres de choses-là, mais ça nous a fait chaud au cœur. Oui, exactement. Je sais qu'à toi aussi, puis à Ghislain. Oui. Donc, puis c'est de voir aussi que ça progresse, la mentalité progresse au Québec. C'est de plus en plus accepté, oui, d'être aux prises avec des maladies mentales. Oui. Bien, merci à vous deux. Merci d'être là. Merci aux auditeurs d'être là également. Pour plus d'informations, antenne.qc.ca. Je vous souhaite à tous bonne santé mentale. Merci.
Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, les jeunes et la santé mentale aujourd'hui à l'émission. Oui, un sujet intéressant, un sujet important même. Et, récemment, on a eu toutes sortes de statistiques sur la jeunesse québécoise, canadienne aussi, et toutes sortes de statistiques qui sont inquiétantes parce qu'on sait que les jeunes, même les enfants consomment de plus en plus de médicaments en rapport avec les troubles de santé mentale. Et plus jeunes qu'on pense. Beaucoup plus jeunes qu'on pense et avec de plus en plus en grand nombre. Certaines personnes vont dire c'est simplement qu'on porte plus attention aux jeunes maintenant. D'autres continuent de s'inquiéter. Et avec raison, je dirais. Mais je vais vous lire ce matin quelques passages d'un article écrit par M. Robert Théoret, qui est responsable de l'action politique au RRAMSQ. C'est quoi ça? C'est le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Lui, il nous dit que les statistiques officielles relatives à la santé mentale des jeunes ont de quoi nous inquiéter ou à tout le moins nous interroger. Il nous dit que la prévalence des problèmes de santé mentale au Canada est la plus grande chez les jeunes et les jeunes adultes. Le taux de visite aux services d'urgence et d'hospitalisation en raison de troubles mentaux chez les enfants et les jeunes ont augmenté de 45 % et de 37 % respectivement entre 2006 et 2014. Juste pour préciser, puis à toutes ces statistiques, c'est pour ceux qui ont moins de 18 ans, là. On parle des enfants et des jeunes, c'est-à-dire des adolescents. Okay. On parle de tout. L'utilisation de médicaments psychotropes est courante. Un jeune sur 12 a reçu un médicament pour traiter les troubles anxieux ou de l'humeur ou un antipsychotique en 2013-2014 et a augmenté au fil du temps. On observe ainsi une augmentation importante du nombre de jeunes diagnostiqués pour des troubles mentaux et qui prennent des médications psychotropes, soit une hausse de l'ordre de 200 à 500 % au cours des 20 dernières années. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. La situation du trouble du déficit d'attention ou avec ou sans hyperactivité, là, c'est ce qu'on appelle le TDAH, est particulièrement préoccupante. Selon l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 13 % d'entre eux ont reçu un diagnostic de TDAH confirmé par un médecin. Et les Québécois consomment 35 % des médicaments anti-TDAH. Ça, c'est-à-dire du Ritalin, du Concerta, etc., qui sont prescrits au Canada. En 2014, le nombre de pilules de Ritalin consommées au Québec a grimpé de 12 % par rapport à 2013, faisant du Québec la province canadienne où la consommation de ce type de médicaments est la plus élevée en proportion de sa population. Ça me fait toujours penser, ces statistiques-là, est-ce que comme société, on a un petit peu trop la mèche courte comparativement à autrefois. Tu sais, les enfants étaient turbulents, mais j'ai l'impression que les gens prenaient ça avec un recul puis un grain de sel. Puis j'ai l'impression que les gens aujourd'hui sont plus... La difficulté, c'est peut-être aussi que les classes sont tellement immenses qu'un enfant turbulent dans un groupe de 35 puis 2, 3, ça pose problème. Parce que 20, tu peux les contrôler. À 35... Oui, ça en était un problème, et M. Théoret en parle aussi. Mais c'est vrai que les enseignants s'en mêlent maintenant. C'est-à-dire que s'ils ont un enfant qui semble avoir des problèmes, ils vont le diriger vers un médecin. Donc, c'est toute une dynamique qui est nouvelle aujourd'hui. Je poursuis l'article de M. Théoret. Il nous dit d'autres données ont de quoi inquiéter. Selon des études réalisées au cours des dernières années dans les centres jeunesse de la région de Montréal, 20 à 36 % des jeunes de 12 à 17 ans hébergés reçoivent une médication psychotrope. La prise de médication psychotrope s'inscrit couramment dans la démarche générale de rééducation et de relation d'aide, si bien que près d'un jeune sur 2 a un diagnostic de trouble mental inscrit au dossier et près de 2 jeunes sur 5 prennent un ou des médicaments psychotropes. Mais ça, c'est une clientèle difficile. Peut-être c'est bon pour eux. Oui, lui, il n'est pas en train de dire que c'est pas bon nécessairement,
mais il faut voir la Il suite. dévoile un peu les Oui. augmentations très fortes. Là. Oui, parce qu'il y a d'autres, il n'y a pas seulement qu'un problème de médication. Lui, il nous dit qu'il y a un problème social en arrière de ça. Il nous dit que les statistiques internes du regroupement des auberges du cœur du Québec révèlent qu'en près de 10 ans, les problèmes de santé mentale chez les résidents ont augmenté de 176 %. Or, l'avenir laisse entrevoir le pire. En effet, une recension des études démontre que l'on prescrit à de plus en plus de jeunes, de plus en plus tôt dans leur vie, c'est-à-dire de 0 à 5 ans, de plus en plus 2 ou 3 médicaments aux mêmes jeunes pour de plus en plus longtemps. Pour bon nombre de jeunes, nous dit-il, la hausse de la médication résulte des progrès réalisés dans le domaine des sciences biomédicales, de la génétique, de la neurologie et de la pharmacologie. De plus en plus d'intervenants s'interrogent toutefois sur la validité d'une telle explication. Cette médicalisation accrue des difficultés vécues par les jeunes serait-elle une réponse inadéquate, généralisée et simpliste à la transformation des normes économiques, politiques, sociales et culturelles au sein de la société? Mais j'y reviendrai tantôt. Oui, effectivement, on va poursuivre justement dans l'Espresso allongé sur le sujet jeunesse et santé mentale. Bon sujet, demeurez des nôtres à Folie douce. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Je suis maintenant en compagnie de notre chroniqueuse Ève Cardinal. Bonjour Ève. Bonjour Yvan. Bonjour, bienvenue à Folie douce encore une fois. Tu vas nous parler d'un sujet qui n'est pas facile, mais je pense qu'il y a juste une femme qui peut parler de ce sujet-là de cette façon-là. C'est le trouble dysphorique prémenstruel, qui n'est pas la même chose que le SPM connu. Donc, j'aimerais ça que tu nous un peu démystifies tout ça, tu nous décrives aussi ce que c'est justement ce trouble dysphorique prémenstruel. Bien, effectivement, c'est un sujet qui peut en fait être tabou. Hein? On en parle, mais on en parle souvent en rigolant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va démystifier ça, mais aussi en même temps, on peut en rire un peu. Là. Oui. Souvent, ça arrive. Moi, personnellement, j'ai des amis gars. Hein? J'ai entendu hey, « Ma blonde, elle devient folle quand elle PMS, ça n'a pas de bon sens. » Donc, effectivement, il y a des nuances à faire, mais il faut s'entendre pour dire que le symptôme prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel, il y a une différence. Il y a une nuance entre les deux, quoique ces deux phénomènes-là, hein, qui agissent finalement sur les hormones des femmes, peuvent avoir des conséquences, des fois, qui peuvent être assez fâcheuses dans la vie quotidienne et au niveau, notamment, et c'est le sujet qui nous intéresse, là, de la santé mentale. Oui. Et est-ce qu'on s'intéresse à ça depuis longtemps? Il me semble on entend parler de ça souvent, du syndrome prémenstruel, entre autres. Là. Est-ce que c'est un sujet est-ce qu'il y a des chercheurs qui se sont intéressés au sujet? J'imagine que oui, là, avec le nombre d'années là, sur les problématiques. En fait, Yvan, je te dirais que selon mes lectures de ce que j'en sais, on s'y intéresse depuis longtemps, mais on dit les vraies choses depuis pas longtemps, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, avant, il n'y avait pas de nuance entre un trouble dysphorique et le syndrome prémenstruel qui occasionne le sentiment de profond désespoir, de tristesse, la forte sensibilité au rejet, aux critiques, qui occasionne donc des sautes d'humeur. Mais la différence entre les deux phénomènes, c'est que le trouble dysphorique va vraiment avoir des symptômes sévères. Alors là, on peut parler de crise de panique, de gestes suicidaires, d'idées qui sont très noires, hein, qui peuvent même, selon le contexte, compromettre carrément la carrière de quelqu'un, la carrière d'une femme, ses relations sociales, sa vie personnelle, ses relations avec son conjoint, ses enfants. Donc, c'est quand même un phénomène qui est à prendre au sérieux. Et d'ailleurs, avec le DSM-5, on le sait, il faut en prendre, il faut en laisser, il y a des nuances à avoir, mais ce syndrome-là, ce trouble-là est classé depuis l'année dernière comme étant un problème de santé mentale, donc une maladie mentale. Le DSM-5, qui est la Bible, qui est comme le livre de référence des psychiatres, des pharmaciens en rapport à la santé mentale, et dans celui-là, il y a eu beaucoup de critiques, comme quoi beaucoup de problématiques étaient comme apparues, là. Il y a beaucoup comme si tout le monde a comme une problématique d'après le DSM-5 ou presque, là, dès qu'on est un petit peu en dehors de la norme. Mais comme tu dis, c'est reconnu ce syndrome-là, de ce trouble en fait de dysphorique prémenstruel. Dis-moi, Ève, est-ce que ce trouble-là que les femmes éprouvent, est-ce qu'il est défini dans le temps au niveau du cycle menstruel de 28 jours? Est-ce qu'on peut définir un moment?
Alors, si je comprends bien ta question, Yvan, c'est que tu veux te prémunir, tu veux être bien au courant là, à partir de quel jour ça commence. Oui, Alors, c'est ça. pour répondre à ta question, c'est comme le syndrome prémenstruel, c'est après l'ovulation. Donc, environ de 4 à 7 jours avant le début de la première menstruation. Et selon le type de femme, selon la problématique, ça peut se poursuivre aussi 3 jours après le début des règles. OK. Donc, dans le temps, c'est défini environ comme ça. Évidemment, ça varie selon le cycle de chaque femme là, qui est concernée par cette situation-là. Et pour compléter le tout aussi, je te dirais, si tu te posais la question, qu'il n'y a pas d'âge en particulier à laquelle, au moment de la vie où ça apparaît, là, je veux dire, c'est pas à l'adolescence, au début de l'âge adulte ou vers la ménopause. Il n'y a pas vraiment un âge en particulier. Mais généralement, malheureusement, les femmes qui en souffrent en sont victimes parce que le mot victime, il n'est pas à prendre à la légère, hein, je veux dire. C'est souffrant pour la personne Oui. elle-même. Si l'entourage a de la misère, j'imagine que la personne qui vit ça a beaucoup de difficultés aussi à vivre avec ça mois après mois. Bien, étant donné que justement, on l'a un peu minimisé, puis qu'on a tendance, là, je parle en langage populaire, à dire « Ah, t'es dans ta semaine, ah, t'es PMS ». Donc, les gens ont tendance à prendre ça à la légère, alors que vraiment, ça peut altérer la qualité de vie, là, sérieusement. Et quand on parle justement de ce trouble dysphorique-là, on parle d'environ 5% de la population des femmes qui le vivent, versus environ presque la moitié des femmes qui ont un syndrome prémenstruel modéré. Donc, on parle de deux choses qui se ressemblent, mais disons qu'il y a un des deux problèmes qui est en puissance là, ouais. 1000. Donc, c'est à peu près les mêmes problématiques, mais beaucoup moins importants quand on parle juste du syndrome prémenstruel. Là. Donc, c'est à peu près les mêmes, un peu ce que tu nous disais tantôt, l'irritabilité puis de l'agressivité jusqu'à un certain point. Ben, disons, on peut être irritable quand on a un SPM, mais de là à faire des crises de panique ou de commencer à avoir vraiment des idées noires et puis à changer complètement des idées qu'on a normalement, c'est là qu'on peut se demander s'il y a peut-être une problématique, puis qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de régler ça, c'est-à-dire, ou du moins de le contrôler pour diminuer la souffrance là, qui est liée à ça. Et justement, est-ce que tu as des pistes de solutions sur le sujet, justement, comment on peut essayer de prévenir ça et comment l'entourage peut aider, peut-être, ça fait partie aussi peut-être de la solution, là, l'entourage. C'est pas juste la personne elle-même là, qui est avec sa problématique. Bien, effectivement, mais il y a 3 aspects à ça. Donc, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect de sensibilisation, il y a l'aspect aussi de se connaître, hein, parce que des fois, quand on vit des symptômes comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive, on pense qu'on exagère et tout. Donc, d'apprendre à se connaître et une fois de sensibiliser son entourage et que l'entourage soit conscient, encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, que c'est pas quand même quelque chose qui est bénin puis que c'est quelque chose qui peut avoir des impacts sur le déroulement de la vie professionnelle, personnelle ou sociale. Et c'est ensuite d'aller consulter, hein, d'en parler à son médecin de famille et au besoin d'aller consulter au niveau psychologique. Il y a aussi des médecins et des gens qui prennent des suppléments naturels. On pense que la vitamine B6 aiderait à diminuer les symptômes. Il y a d'autres écoles de pensée. Ça, c'est aussi, encore une fois, en prendre, en laisser, puis voir qu'est-ce qui est bon pour soi. Il y a des médecins qui, à ce moment-là, prescrivent des antidépresseurs de façon modérée ou selon le cas. Mais l'important, c'est de se connaître. C'est de ne pas minimiser, comme je l'ai dit, qu'est-ce que c'est. Et puis, c'est de s'informer, puis de bien cibler ce dont on a besoin, parce que là, ça réapparaît une fois par mois. Hein? Une fois par mois dans une vie, ça peut être long. Ça va vite. les mois passent vite, mais peut-être qu'en sachant, tantôt, je te demandais la question des moments que ça arrive, mais si on est vraiment à l'écoute, puis on suit un peu le calendrier, on peut sûrement trouver une façon pour enlever justement peut-être les irritants autour de soi, surtout pendant cette période-là. Ça peut pas nuire, d'essayer de prévenir, en fait, un peu les tracas ou les choses comme ça, de s'arranger pour avoir un environnement le plus sain possible et le plus harmonieux possible dans cette période-là. Ça ne doit pas nuire non plus. Oui, on dit notamment, justement, de diminuer les sources d'anxiété, les situations, les stimuli externes qui peuvent provoquer de l'anxiété ou une faible estime de soi à cette période-là, en fait, du mois ou à ce moment-là. Et notamment, merci de me le faire préciser, Yvan, l'alcool et la caféine. Pour les fumeuses, la cigarette, évidemment, et on sait que c'est des stimulants, donc qui peuvent générer justement une certaine forme là, d'anxiété qui peut ne pas aider à ce moment-là, à cette période-là. Oui, en question. Tu parlais un petit peu plus tôt, un peu les gens qui souvent ils lancent ça à la blague de
même entre femmes elles-mêmes, je pense, mais même du côté masculin versus les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont un peu plus modérés à ce niveau-là, d'après toi? Est-ce qu'ils sont moins, ils vont moins faire des blagues avec ça, puis ils vont plus se dire, effectivement, c'est une vraie problématique, il ne faut pas prendre ça à la légère, comme tu dis? Mais en fait, le SPM, je te dirais en tant que femme et personnellement et au niveau de mes lectures et avec le fait aussi que je travaille dans un organisme où c'est dédié aux femmes, je te dirais qu'on en parle de plus en plus ouvertement, mais du SPM. Le trouble dysphorique là, qui engendre ces symptômes-là à l'extrême est encore peu connu, on en parle peu et est encore tabou. Donc ça, c'est peut-être quelque chose là, qu'on aura à démystifier entre nous et en parlant à notre entourage et aux personnes concernées dans les prochaines années. C'est peut-être encore trop récent qu'on a pu nommer cette problématique-là. Exact. C'est à savoir, encore une fois, c'est une maladie ou non, c'est un trouble comportemental, c'est les hormones, c'est quoi? La ligne est toujours mince aussi à ce niveau-là. Oui. Est-ce que tu sais aussi s'il y a eu des... Parce qu'il y a plusieurs années, notre chroniqueuse Isabelle nous avait parlé qu'il y avait des cas, par exemple, d'homicide ou des choses comme ça, où les femmes avaient été acquittées, à cause qu'on avait pu prouver que l'état de la personne était comme... C'était pas elle-même. Là. Est-ce que tu sais s'il y a eu des jurisprudences à ce niveau-là? Ou, Je pourrais pas te répondre en soi à cette question-là, mais à la lumière de mes lectures, de mes recherches, par contre, je peux te dire qu'il y a eu des divorces qui ont été causés en des ruptures, des divorces, comme je l'ai dit plus tôt, des pertes d'emploi, des crises familiales. Donc, on parle de conséquences, là. Puis peut-être aussi des homicides, comme tu le dis. Donc, on parle de, comme notre collègue le mentionnait, donc on parle de conséquences qui peuvent devenir assez graves et pour soi et pour l'entourage et pour la société même. Oui. Donc... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressources dont tu disais, par exemple, de consulter? Est-ce qu'on peut consulter sans aller voir un médecin? Est-ce qu'il y a des organismes qui s'intéressent à la question, à ta connaissance? Ou est-ce qu'il y a par exemple, des organismes ciblant les femmes, peut-être? Est-ce que c'est quelque chose? Absolument. En tout cas, du moins, les organismes qui ciblent les femmes peuvent référer les femmes vers les ressources adéquates. Il y a toujours aussi, effectivement, le CLSC. Il y a des consultations au niveau gynécologique, mais au niveau psychologique aussi qui peuvent aider à ce moment-là. Puis j'ai trouvé une ressource en ligne. Il y a beaucoup d'informations en ligne quand même dans Internet à ce sujet-là. Puis j'ai trouvé gynéco-online.com. Il y a beaucoup d'informations, notamment sur ce nouveau, pas ce nouveau phénomène, mais ce nouveau phénomène dont on parle sur ce site-là. Donc, je vous invite à aller visiter ça, mais surtout à rester informé puis en parlant de filles. Et surtout, entre gars. Oui, effectivement, effectivement, parce que c'est comme on disait tout à l'heure, l'entourage est clé dans cette... Donc, on rappelle la problématique, les gens qui veulent faire des recherches aussi, qui veulent en parler. Donc, le trouble dysphorique prémenstruel, qui n'est pas le syndrome prémenstruel, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus amplifié. Syndrome prémenstruel, mais à 1000 fois pire. Oui. En 1000 fois pire. J'aimerais, avant qu'on se quitte, Ève, que tu puisses mentionner, tu fais un blog qui était quand même assez... régulière au niveau de l'écriture sur ton blog, là, de différentes problématiques de santé mentale. Est-ce que tu pourrais nous nommer, donner l'adresse, en fait, Internet, les gens qui voudraient aller te lire? Absolument. Donc c'est le www.casse-tête avec un trait d'union.simplecite.com. Alors, ça me fait toujours plaisir que vous veniez me lire, d'avoir vos commentaires, suggestions, questions. Alors, voilà. Majoritairement des sujets, évidemment, de santé mentale. Toujours touchant la santé mentale, que ce soit de façon rigolote ou sérieuse ou plus scientifique ou plus légère. Ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup, Ève, d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Toi aussi. Bye-bye. Bye. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du bloc Espresso allongé. On poursuit sur jeunesse et santé mentale. Oui. Entamé plus tôt, Pierre. Oui. Oui, c'est des statistiques. Sur, oui. Des données, des statistiques intéressantes. En fait, j'ai une foule de statistiques ce matin sur la jeunesse. Je n'aurai même pas le temps. On va assommer le monde en masse. Beaucoup de statistiques. Là. Mais je vais poursuivre avec cet article écrit par M. Robert Théoret, qui est responsable de l'action politique au regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Un article que j'ai trouvé très intéressant parce que M. Théoret parvient à prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la jeunesse au Québec avec la santé mentale. Et, il est capable d'être critique et je trouve il a un excellent portrait, je pense, de la situation. Et comme tu mentionnais, il y a des hausses assez vertigineuses en termes de statistiques.
Mais ça, c'est assez énorme. Il donne comme on dit, les statistiques, mais ne fait pas de commentaires. Moi, je trouve que oui, tu vas voir plus loin dans l'article. Ah, OK. Alors, M. Théoret poursuit en disant « La mutation des liens sociaux et des solidarités, le changement de regard sur l'être humain, l'affaiblissement du support offert aux élèves en difficulté dans les écoles, sans parler de l'augmentation du ratio maître-élève, tu en as parlé tantôt, Ghislain, Oui. Les changements des repères diagnostiques et l'influence de l'industrie pharmaceutique jouent un rôle majeur dans le regard qui est porté sur les problèmes de santé mentale vécus par les jeunes. » Donc, lui, ce qu'il dit, en gros, M. Théoret, c'est que oui, c'est bien beau, la médication. La médication est de plus en plus efficace, mais il y a des problèmes qui sont des problèmes sociaux à la base. Et il ne faut pas s'attendre à ce que la médication fasse tout le travail. Il ne faut pas que ça devienne une espèce de pensée magique, de penser que c'est là qu'est la solution, la seule solution. Oui. Il faut juste faire attention parce que ça peut être aussi des enfants d'écoles privées et plus riches aussi qui prennent du Ritalin. C'est pas juste des pauvres. Là. Non, Oui, mais quand on c'est parle vrai. de milieu social, ça veut pas dire nécessairement des pauvres. Ça veut dire que l'environnement du jeune, moi je le vois comme ça, tu sais. Tu sais, occupons-nous pas juste de non pas juste la pilule, mais occupons-nous de l'ensemble de sa vie. Oui, M. Théoret dit au Québec, ces moteurs ont renforcé par le mode d'organisation actuel du réseau de la santé et des services sociaux et les transformations des politiques sociales où la médication est la réponse presque exclusive à la souffrance sociale et psychique. Il nous dit, en l'absence de services psychologiques gratuits dans les délais raisonnables, les services médicaux et psychiatriques constituent souvent la seule option accessible. Il nous dit, on constate également que plusieurs éléments pèsent lourd dans le choix de prescrire des psychotropes aux enfants et aux adolescents, c'est-à-dire les prescriptions de plus en plus indépendantes des diagnostics, de moins en moins de véritables diagnostics médicaux, des évaluations de la santé mentale des jeunes qui demeurent subjective, entre guillemets, et enfin la tolérance de moins en moins grande à la dérangerosité des comportements. C'est un mot que je n'avais jamais vu encore, mais c'est ce qu'il appelle finalement les élèves qui sont dérangeants. Il y a juste une question, par exemple. Ça faudrait qu'on nous compare avec le reste du Canada, parce que les gens au Canada, ils ont à peu près la même catégorie économique, ils nous ressemblent. Oui, mais... Puis comment ça se fait que nous, Comment on ils en approchent, prend... Comment ça se fait que nous, on en prend plus de médicaments que Ça, les autres? j'ai Non, pas la- c'est pas marqué là-dedans. Non, j'ai mais- pas la réponse à ça. C'est une bonne question. Et M. Théoret nous dit il ne faut pas non plus sous-estimer dans la balance les intérêts conjugués de l'industrie pharmaceutique, du marché des assurances privées et des contraintes budgétaires des gouvernements. Les dépistages précoces ou systématiques, encouragés dans le dernier plan d'action québécois en santé mentale, ont pour effet de multiplier les diagnostics, surtout dans les familles les plus pauvres, de stigmatiser toute une jeunesse en difficulté et d'accroître du même coup leurs problèmes. De plus en plus de difficultés scolaires, familiales, relationnelles, économiques, existentielles, etc. sont ainsi considérées comme des pathologies à traiter avec des moyens pharmacologiques, alors que leur cause profonde devrait être recherchée ailleurs que dans des dysfonctionnements d'ordre biologique ou neurologique. La pauvreté, les inégalités de revenus, le chômage et les transformations du marché du travail, les problèmes d'accès aux services sociaux et de soutien en milieu scolaire, des conditions de logement difficiles, surtout dans les milieux défavorisés, sont tous des facteurs déterminants de l'état de santé physique et mentale. Cela est vrai pour les adultes, mais aussi pour les enfants de tout âge. Pourtant, nous dit-il, les dépistages glissent vers un usage des médicaments psychotropes comme, entre guillemets, moyen de prévention. Fermez les guillemets. Dans le doute, on prescrit. On se dit, ça ne peut pas faire de mal. M. Théoret poursuit en disant « Est-ce vraiment le genre d'avenir que l'on veut préparer pour la jeunesse? Vu sous cet angle, on est en droit de s'interroger sur les seuls impacts qu'auront les mesures d'austérité imposées au centre de la petite enfance et aux établissements scolaires et par conséquent aux familles. » M. Théoret, là, je vais sauter à la conclusion. Il nous dit « L'idée n'est pas d'être pour ou contre la médication. Il s'agit plutôt d'outiller et d'informer les jeunes, leurs proches et les intervenants afin qu'ils reprennent du pouvoir et du contrôle sur leur vie dans une perspective de défense des droits. Ce genre d'approche alternative doit être défendu et promu car ces dernières aident concrètement les personnes à vivre dans la liberté et la dignité en égalité et en droit. » Alors,
Intéressant Ouais. quand même. Je lis en tout cas un ou deux commentaires. Oui, il y a juste peut-être un petit bémol. Il ne parle pas beaucoup des enfants de classe moyenne qui, eux aussi, leur font donner beaucoup de médicaments. Parce qu'il parle beaucoup des enfants défavorisés, mais pas ceux de la classe C'est un moyenne. peu de tous les Ouais, enfants. moi, je perçois qu'il le perçois qu'il parle de parle tous de les l'enfance enfants. en général. En général, Ok, moi parce aussi. qu'il parlait beaucoup des problèmes de pauvreté. Mais c'est vrai que c'est pire en milieu de pauvreté. Certainement. Oui, mais il y en a quand même. Ben, merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain, Merci. pour ce sujet. Jeunesse et santé mentale. Demeurez des nôtres à Folie Douce. Folie douce, c'est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Presque la fin de ce rendez-vous de Folie Douce, donc c'est le temps de conclure et de Oui. mentionner les chansons qu'on a entendues à l'émission. Oui, Ghislain bien Malo, donc en ma compagnie, votre choix musical à toi et à Pierre. On a écouté en début d'émission Samuel, Oui, c'est éponyme, c'est le même nom d'artiste. l'artiste. Oui, on a pu entendre Karim et le loup. De Karim Ouellet, Dans la deuxième demi, il y avait Avant de disparaître. de Claude Bégin. Et à l'instant, on écoutait Jalouse. Oui, l'artiste se nomme Elle comme la lettre. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical Oui, à merci. toi et à Pierre. Merci Pierre pour ton sujet à l'Espresso et Espresso allongé, jeunesse et santé mentale, Bienvenue. ainsi que pour ta mise en onde et tes indicatifs et thèmes qu'on entend, la musique qu'on entend actuellement. Donc c'est une composition de toi-même. Merci beaucoup pour tout ça. Bienvenue. Oui, j'ai pu vous proposer en début d'émission le sujet, en fait, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Folie Douce sans jamais avoir osé le demander en compagnie de Pierre et Ghislain. On a évidemment 25 ans, donc c'est un peu notre façon de faire le tour un peu très rapidement des 25 années là, de l'émission. On a eu notre chroniqueuse F. Cardinal qui était des nôtres également en début de deuxième demi. Elle nous a parlé pour sa part de troubles dysphoriques prémenstruels. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir. Bop,